Donc, je suis Guillaume Delodal. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui. Guillaume Delodal de la société Cicadae, qui est une jeune société de conseil réglementaire. Je suis ici pour vous parler principalement de la réglementation biocide, même si ce n'est pas la seule réglementation qu'on traite chez Cicadae, et essayer de vous donner une idée un petit peu de la complexité réglementaire que c'est de mettre des produits biocides sur le marché en Europe. Donc, je vais vous faire une présentation en deux grandes parties, avec une première partie où on va parler d'un point de vue assez théorique sur la réglementation biocide qui est en train de se mettre en place, et notamment avec cette organisation avec une phase transitoire puis une phase pérenne pour la réglementation. Et ensuite, une deuxième partie en vous parlant plutôt d'un cas concret pour illustrer mon propos, pour justement montrer un petit peu les difficultés et la vue globale que l'on a quand on essaye de mettre sur le marché un portefeuille complet de produits biocides. Donc tout d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la réglementation biocide, au départ, bon, forcément, on n'avait pas de réglementation, mais on a eu une directive qui a nécessité d'être appliquée dans chaque État membre, ce qui laissait une place d'interprétation à chaque État membre et donc qui, du coup, a engendré une disparité assez importante entre les États membres de l'Union. Parce que chaque État membre faisait son interprétation de la directive. C'est pourquoi, en 2013, est entré en vigueur un nouveau règlement sur les produits biocides, qui, cette fois, du fait que ce soit un règlement, s'applique directement dans tous les États membres, et donc impose des règles qui se veulent homogènes pour tous les États membres, même si, on va le voir, il peut exister encore quelques spécificités pour chaque État membre. Donc le principe de base dans la réglementation biocide, c'est que déjà, on va avoir deux grandes notions, une notion substance active et une notion produit biocide. La substance active, c'est celle qui va conférer l'efficacité au produit, et c'est une substance qui doit d'abord être évaluée dans un premier temps et validée au niveau européen avant de pouvoir envisager de mettre un produit biocide sur le marché. Et ensuite, on a le produit biocide qui va utiliser bien évidemment cette substance active, mais aussi d'autres coformulants pour pouvoir mettre en place justement un produit complet. Alors, les produits biocides, on les différencie, parce qu'il en existe de toutes sortes, on les différencie justement en fonction de ce qu'on appelle les TP, pour type de produit. Ces TP, il en existe finalement de 1 à 22, qui sont répartis en 4 grands groupes, on va dire. Donc, un premier groupe, les TP 1 à 5 pour les désinfectants, ensuite pour les produits de protection, comme des produits de protection du bois ou autres, etc. Voilà. Donc on a une espèce de petite nomenclature qui permet de différencier les produits biocides selon leur usage. Et c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle, ce qu'il faut retenir, les TP. Donc, ayez bien en tête que, en fait, avant de mettre sur le marché un produit biocide, avant toute évaluation, il faut que la substance active soit identifiée comme telle, qu'elle soit évaluée par l'ECHA, et pas seulement juste pour la substance, mais pour un TP donné. C'est-à-dire qu'on va avoir une évaluation de chaque substance active pour tous les TP pour lesquels cette substance est destinée. Alors, je vous disais que la réglementation biocide, elle est sur une mise en place qui est progressive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pleinement entrée en vigueur aujourd'hui pour tous les produits biocides. C'est-à-dire que pour certains produits biocides, on est encore en phase transitoire. Donc pour vous parler un petit peu de cette phase transitoire, il faut avoir en tête que quand on est en période transitoire, on a deux grands axes d'obligation. Le premier axe, c'est au niveau européen. Les fournisseurs, c'est-à-dire les fabricants ou les importateurs de substances actives, doivent être tous enregistrés sur une liste de fournisseurs approuvés par l'ECHA. Si le fournisseur de substances actives n'est pas enregistré sur cette liste, ce n'est pas possible de mettre le produit sur le marché. La deuxième obligation, finalement, elle devient spécifique à chaque État membre. C'est-à-dire que quand on est en phase transitoire, le règlement biocide n'est pas encore pleinement entré en vigueur et donc c'est encore les dispositions spécifiques à chaque État membre qui sont en place pour pouvoir mettre sur le marché un produit biocide. En France, pour parler du cas spécifique de la France, quand on est en phase transitoire,
Pour pouvoir mettre sur le marché un produit biocide, il faut le déclarer dans un inventaire qui est géré par l'ANSES. Et cet inventaire, il s'appelle SIMBAD. Donc, c'est une simple notification, c'est-à-dire que l'on soumet essentiellement des données qui vont être administratives sur le produit, le nom du produit, sa marque, son type d'utilisation, quel est le détenteur justement de cette déclaration, enfin quelle est la personne qui va mettre sur le marché, etc. Donc, cette déclaration, elle est assez simple, assez rapide, mais elle est obligatoire avant toute mise sur le marché. Un autre aspect qui va être obligatoire, ça va être de déclarer chaque année les quantités de produits biocides qui sont présents sur le marché. Il faut avoir en tête que voilà, on a cette déclaration SIMBAD, qui est une déclaration entre guillemets très simple et très rapide. Malgré tout, pour certains produits biocides, il peut exister des dispositions spécifiques. Je pense par exemple à certains produits biocides qui vont être en contact avec des denrées alimentaires, à des produits spécifiques de désinfection, pour lesquels on va avoir des ministères, donc agriculture, santé ou autres, qui vont vouloir encore garder la main justement pendant cette phase transitoire, puisque ce sont des produits qui sont jugés particuliers, avec un enjeu bien spécifique. Un autre axe d'obligation, qui n'est pas spécifique biocide cette fois, mais qui reste obligatoire pour tous les produits biocides, c'est la notification SYNAPS. La notification SYNAPS, c'est la déclaration en fait, au centre antipoison français, qui est géré par les NRS et donc qui s'appelle le portail SYNAPS. C'est une déclaration qui est obligatoire pour tous les mélanges qui sont dangereux pour la santé. Alors, pour tous les dangers de la santé depuis le 1er janvier 2019. Avant, on était sur des dangers plus spécifiques. Également pour des dangers physiques à partir du 1er juin 2022. En ce qui concerne les produits biocides, cette déclaration centre antipoison est obligatoire pour tous les produits biocides. Maintenant, pour vous parler un petit peu de la phase pérenne et de son organisation. D'abord, comment savoir si un produit biocide est en phase pérenne ou non? La première question à se poser, c'est de savoir si là où les substances actives contenues dans un produit biocide vont être notifiées pour l'ETP, c'est-à-dire l'utilisation du produit biocide. Est-ce que cette substance active est pour ce TP-là? On a bien une identification officielle. Sinon, ce ne sera pas possible de placer le produit sur le marché. La seule solution qu'il existe dans ce cas, c'est de créer un dossier substance active pour ce TP-là, de le déposer auprès de l'agence européenne, l'ECHA, et d'attendre qu'il soit évalué. C'est un dossier qui va être long et coûteux, donc ce sont des démarches qui sont quand même très conséquentes. Si notre substance active est bien identifiée pour notre TP, dans ce cas-là, il va falloir se demander est-ce que pour ce TP-là, cette substance active est approuvée ou non. Si elle est approuvée, ça veut dire que pour placer sur le marché mon produit biocide, il faut que je sois détenteur d'une autorisation de mise sur le marché conforme au nouveau règlement biocide. Ça veut dire qu'on est effectivement en phase pérenne. Si ma substance active n'a pas été approuvée, dans ce cas-là, deux solutions. Soit ma substance active a été interdite, c'est-à-dire qu'elle a été évaluée, et la conclusion, c'est une non-approbation de cette substance active. Dans ce cas-là, je ne peux pas mettre mon produit biocide sur le marché. Soit ma substance active a effectivement été approuvée, et dans ce cas-là, ça veut dire que je me dirige effectivement vers une phase pérenne. Alors, là, je vais reparler justement de l'approbation de la substance active, mais sous un schéma qui est un petit peu différent, avec cette frise que l'on voit, pour essayer de comprendre comment les choses s'organisent d'un point de vue du calendrier. On voit qu'au centre, on a une date d'approbation qui est centrale pour essayer de comprendre justement cette organisation que l'on a à gauche avec la phase transitoire et à droite la phase pérenne. C'est la date d'approbation de ma substance active pour mon TP qui va justement définir le basculement de la phase transitoire vers la phase pérenne. Comme je vous le disais, après la date d'approbation, pour mettre sur le marché un produit biocide, il faut être titulaire d'une AMM conformément au nouveau règlement biocide. Cette date d'approbation, elle ne tombe pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un programme d'évaluation de toutes les substances actives et que quand ces substances actives sont évaluées à l'agence européenne, c'est-à-dire à l'ECHA, il y a derrière la publication au journal officiel de l'Union d'un règlement d'exécution pour l'approbation de cette substance active. Et dans ce journal officiel, on a la date d'approbation qui figure
et qui, en général, correspond à 18 à 24 mois après le moment où elle est publiée justement au journal officiel. Ça veut dire que justement, cette période de 18 ou 24 mois, elle est très importante parce que quand on a la connaissance de la date d'approbation, on a en général 18 ou 24 mois justement pour préparer son dossier d'autorisation de mise sur le marché en vue de la phase pérenne. Et il va être important de le soumettre justement avant la date d'approbation. Pourquoi? Parce que je vous disais qu'une fois que la substance active est approuvée, c'est-à-dire après cette date d'approbation, pour pouvoir mettre sur le marché, il faut que je sois titulaire d'une autorisation de mise sur le marché. Cette autorisation de mise sur le marché va mettre un certain temps à être évaluée, en général 2-3 ans. Ces 2-3 ans, même si je dépose mon dossier avant la date d'approbation, ce n'est pas dit que mon AMM elle soit déjà validée quand j'ai dépassé cette date d'approbation. En revanche, si j'ai bien déposé mon dossier d'AMM avant la date d'approbation, je peux continuer à maintenir mon produit biocide sur le marché européen, même si mon AMM n'est pas encore validé. Ça veut dire que si j'ai déposé mon dossier avant la date d'approbation, l'idée c'est OK, moi j'ai joué le jeu, j'ai déposé mon dossier dans les temps. Maintenant, je peux bénéficier d'une prolongation de la période transitoire pour éviter une rupture de l'approvisionnement de mes produits. Alors, dernier détail, c'est qu'une autorisation de mise sur le marché, elle est valable pour un temps donné. La durée typique, c'est 10 ans, c'est la durée maximale, mais c'est la durée standard. Au-delà de ces 10 ans, il faut déposer ce que l'on appelle un renouvellement d'autorisation de mise sur le marché. Alors, maintenant, pour vous parler du dossier d'AMM en tant que tel, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans les grandes lignes? Je vous parlais d'approbation de substances actives, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation de toutes ces substances actives, une évaluation des propriétés qui vont être intrinsèques à la substance active, c'est-à-dire il va y avoir un certain nombre de données qui vont être générées sur cette substance, des données toxicologiques, sur l'écotoxicologie, sur son efficacité, sur son comportement, etc. La substance active est évaluée sur cette base. Derrière, dans notre dossier produit biocide, il va falloir forcément réutiliser ces données. Pour les réutiliser, il va falloir que j'en achète le droit juridiquement. Ça passe par l'achat d'une lettre d'accès. Donc c'est une négociation qui intervient avec les fournisseurs de substances actives. Mais dans le dossier, évidemment, on ne va pas parler que de la substance active, on va parler aussi du comportement de notre produit dans son ensemble, c'est-à-dire aussi avec ses coformulants. Et là, on va devoir à nouveau réévaluer quelle va être la toxicité, l'écotoxicité, l'efficacité de notre formulation dans sa globalité. Il va falloir donc comprendre quelles sont exactement les propriétés intrinsèques de notre produit. Mais pas seulement, il va falloir aussi comprendre quel va être l'impact de l'utilisation de notre produit vis-à-vis de la santé humaine et vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire que connaître les propriétés intrinsèques de notre produit, c'est bien, mais ce n'est pas le seul volet de notre autorisation de mise sur le marché. Il faut aussi réaliser ce qu'on appelle une évaluation des risques pour l'utilisateur du produit biocide, pour la santé humaine, mais également pour l'impact environnemental d'un produit biocide. Parce qu'il faut avoir en tête qu'il y a certains produits biocides qui vont avoir une diffusion, pourquoi pas, très dispersive dans l'environnement. Donc le volet environnemental est une partie qui est également très très importante dans un dossier d'AMM. C'est pourquoi on va devoir vraiment fournir tout un tas de renseignements dans cette évaluation de risque chimique qui va être liée forcément à l'utilisation de notre produit, donc à notre TP, notre type de produit, qui va être lié au type d'utilisateur de notre produit. Ça veut dire, est-ce que ça va être utilisé par un consommateur? Est-ce que ça va être utilisé par des professionnels qui ne vont pas être formés pareil, pas équipés pareil? Quelles sont les données vraiment spécifiques à l'utilisation de notre produit? Quel est vraiment l'objectif? Dans quelles conditions est-ce qu'il va être développé, etc. Donc voilà, on a vraiment ce volet qui va être très important dans l'AMM, qui va être lié à ce qu'on appelle finalement les scénarios d'exposition pour l'évaluation du risque. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'évaluation du risque dans un dossier d'AMM, de mon point de vue en tout cas, elle a une place centrale parce qu'on va avoir des données sur notre substance active, on va avoir des données sur nos coformulants avec notre formulation pour rendre notre produit efficace, donc des données sur la formulation qui vont être en lien avec l'efficacité. Tout ça, ça va nous permettre de connaître les propriétés de notre produit. Et derrière, on va faire notre évaluation du risque. Notre évaluation du risque, elle va intégrer l'utilisation de la substance,
Donc, à travers l'utilisation, ça va être les conditions qui vont être tout simplement décrites, les conditions d'utilisation décrites sur l'étiquette ou pourquoi pas dans une notice d'utilisation. Si notre évaluation du risque ne conclut pas, dans un premier temps, si on ne peut pas conclure à un risque qui est acceptable, ça veut dire qu'il va falloir revoir l'utilisation. Ça veut dire promouvoir une utilisation qui va être plus contraignante. Ça veut dire, derrière, il va falloir préconiser des utilisations spécifiques sur l'étiquette ou sur le mode d'emploi. Si jamais, en tant que distributeur en tant qu'entité légale qui commercialise un produit biocide, je ne souhaite pas revoir mon utilisation, ça veut dire que l'autre solution, ce serait de revoir la formulation de mon produit biocide. Mais si je revois la formulation, dans ce cas-là, il faut que je revoie l'efficacité. Parce que l'impact sur la formulation, ça va avoir un impact sur l'efficacité de mon produit biocide, qui doit par ailleurs être évalué dans mon dossier d'AMM. Donc voilà, en fait, l'évaluation du risque, elle a un rôle central parce qu'elle est liée à l'ensemble du dossier d'AMM. C'est pour ça que vous avez sur cette figure voilà, l'évaluation du risque qui peut être liée à son utilisation, à son étiquetage ou à la formulation, à l'efficacité, etc. Et finalement, c'est tout cet ensemble qui doit être pris en compte dans l'évaluation des risques. Alors, pour vous parler maintenant un petit peu plus concrètement de l'impact réglementaire justement sur la mise sur le marché d'un produit, je voulais vous parler d'un cas pratique en se mettant à la place d'un distributeur de produits biocides qui analyse son portefeuille de produits biocides, qui n'avait pas forcément pleinement connaissance de ses obligations réglementaires et qui analyse son portefeuille de produits biocides à un moment donné, pour cet exemple donc en fin d'année 2018, disons novembre 2018, et qui souhaite commercialiser ses produits biocides sous son propre nom commercial. Alors, pour faire simple, on va prendre un cas très simple, c'est-à-dire des produits biocides du même TP, du type de produit, et avec une seule substance active par produit. Donc ici, on a un portefeuille avec des produits, pour faire simple, des produits A, B, C, D, E et F, pour bien les mémoriser, donc qui contiennent des substances actives qui sont différentes, avec des utilisations, on voit pour le produit A et B qui sont des utilisations de nettoyants, désinfectants ménagers, pour les produits C à F, des produits de désinfection de piscine, donc du chlore non stabilisé ou stabilisé, avec des pays concernés qui peuvent être un petit peu différents. Quand j'ai ce portefeuille, la première question que je vais me poser, c'est quelles vont être les échéances de mes produits? Est-ce que je suis en période transitoire? Est-ce que je suis en période pérenne? Parce que derrière, ça va être un impact fondamental sur mes obligations. Pour connaître mes échéances, du coup, il faut que je sache si ma substance active est approuvée. Mais ce n'est pas seulement ma substance active, c'est ma substance active et le type de produit. Donc du coup, il faut que je comprenne à quel TP sont assignés mes produits biocides. Donc, en fonction des utilisations, on peut identifier les TP. En l'occurrence, ici, pour faire simple, voilà, on n'a que des TP2. Maintenant, j'ai identifié mes substances actives, j'ai mes TP, donc quelles sont les échéances pour ces substances actives? Si je rajoute une colonne, j'identifie qu'il y a des dates d'approbation qui sont parues pour la plupart des produits. Et déjà, on peut se rendre compte qu'il va y avoir 3 produits qui apparaissent ici en warning, en rouge, parce qu'on a des dates d'approbation. Pour le produit A, une date d'approbation qui est déjà dépassée. Je vous rappelle que dans notre cas pratique, on se situe en fin d'année 2018. La date d'approbation pour le produit A est déjà dépassée. Et pour le produit C et D, on a une échéance qui est extrêmement courte. Pour le produit B, on voit qu'on a une substance active avec une échéance qui est de à peu près 6 mois, grosso modo, donc qui apparaît courte, mais gérable. Et pour les produits EF, on a indiqué que les substances actives sont toujours en cours d'évaluation. Ça veut dire que concrètement, les substances n'ont pas encore été étudiées, aucune date d'approbation n'est encore sortie. Et en regardant un peu plus loin, on a même pu identifier, parce que les données sont publiques sur le site de l'Agence européenne, que le travail n'ayant même pas commencé sur ces substances actives-là, on a un délai qui va être forcément très large, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à ne pas voir de date d'approbation d'ici 2020 à 2021. Donc on a une prolongation de la phase transitoire qui va être très importante. Donc pour éclaircir un petit peu les choses, si j'essaye d'organiser justement mes échéances pour tous mes produits sur une frise, je vois donc une organisation qui n'est pas forcément dans l'ordre alphabétique, mais plutôt par ordre de date d'approbation.
des produits A à F qui s'organisent ainsi. Donc, ici, on voit clairement la succession des dates d'approbation. Je vous rappelle, dans notre cas pratique, on est fin d'année 2018, c'est-à-dire que l'on est ici, au niveau de la ligne verticale. Si je fais une analyse par produit, pour le produit A, la date d'approbation est dépassée. Ça veut dire que si je ne suis pas titulaire d'une autorisation de mise sur le marché, je ne suis pas autorisé à mettre mon produit sur le marché. Ça veut dire que dans mon cas, si je suis un distributeur et que je fais seulement maintenant l'état des lieux de mes obligations réglementaires, je n'ai pas le droit de mettre ce produit sur le marché. Je suis en non-conformité, donc je suis obligé de le retirer. Pour les produits C et D, je me rends compte que j'ai des échéances qui vont être très courtes. Donc tout est encore possible puisque la date d'approbation n'est pas encore passée. Malgré tout, les échéances sont très courtes. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Pour le produit B, on a une échéance qui est courte, mais qui paraît plus facilement gérable. Et pour les produits E et F, comme je disais, aucune évaluation n'a encore été faite, donc la phase transitoire, elle, va durer beaucoup plus longtemps. On ne sait pas encore combien de temps, mais du coup, on a un délai qui est beaucoup plus confortable. Si je reprends mon portefeuille, du coup, cette fois sur mon tableau, ce que je disais, c'est que le produit A, je ne peux pas le mettre sur le marché aujourd'hui. Deux solutions s'offrent à moi. Soit j'essaye de permuter mon produit, enfin de basculer mon marché sur un autre produit qui contient une autre substance active, c'est-à-dire finalement un produit pour lequel je n'aurai pas la même échéance, soit je décide d'investir dans un dossier d'AMM, mais la date d'approbation étant dépassée, tant que mon AMM n'a pas été validé, je n'ai pas le droit de mettre sur le marché mon produit. Ça veut dire que si je prends en compte le délai, rien que le délai d'évaluation d'une AMM, qui va être, imaginons, de 2 ans, ça veut dire que je vais investir pour un produit que je pourrais mettre sur le marché uniquement que dans 2 ans. Ça peut être très long. Donc du coup, dans notre cas pratique, le choix du distributeur aura été fait plutôt de permuter le produit A vers le produit B, puisqu'on est sur des utilisations qui sont très similaires. La seule différence était entre le produit A et le produit B, étant que le produit A était plutôt commercialisé habituellement en Allemagne, alors que le produit B était commercialisé en Belgique. Le choix, dans ce cas pratique, a été fait de finalement se concentrer sur le produit B, de concentrer les investissements futurs pour les futurs AMM sur le produit B, de manière aussi à gagner du temps en termes d'échéance et finalement, du coup, à réduire la gamme du produit A plus B à un simple produit B. Pour les produits C et D, on a des échéances qui sont beaucoup plus courtes. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour comprendre ce qu'on peut faire, c'est à ce moment que je vais vous parler justement des différentes autorisations de mise sur le marché qui sont possibles en vue de la phase pérenne. Il y a 3 grands types de dossiers d'autorisation de mise sur le marché qui sont possibles justement sous la réglementation biocide. Alors, je parle de 3 grands types, en réalité il en existe plus. Il y a des types d'autorisation de mise sur le marché assez spécifiques, mais pour simplifier les choses, je vais parler des 3 grands principaux, qui sont l'AMM de l'Union, l'AMM nationale, qui peut fonctionner avec des reconnaissances mutuelles, et l'AMM SAME, ou AMM même produit. Alors, une AMM de l'Union, c'est un dossier qui permet d'accéder d'un seul coup à tout le marché européen, à tous les États membres. C'est-à-dire que c'est une procédure qui est centralisée sur toute l'Europe, finalement, et qui permet d'avoir une évaluation qui va être valable pour tous les États membres de l'Union d'un même coup. Pour conduire ce type de dossier, il va falloir une organisation un petit peu particulière, puisqu'il faut d'abord tomber d'accord avec une agence compétente d'un État membre pour pouvoir évaluer mon dossier. C'est ensuite cet État membre qui va aller porter mon dossier auprès de l'agence européenne, l'ECHA. Et dans un deuxième temps, l'ECHA va évaluer le dossier qui est porté par l'État membre pour pouvoir valider ou non mon AMM. C'est pourquoi, en termes d'investissement, c'est un petit peu particulier, puisqu'il va falloir payer aussi une redevance auprès de l'État membre, qui va être l'État membre rapporteur de mon dossier d'autorisation de mise sur le marché, mais aussi payer une redevance auprès de l'agence européenne, l'ECHA, qui va également évaluer le dossier
Et en plus, cette redevance auprès de l'agence européenne, elle va être particulière puisque je la paye au moment de la soumission, mais il y a également une partie de la redevance qui va être annuelle, 10 000 € par an. L'État membre rapporteur, je peux le choisir. Alors, en fonction, pourquoi pas, de sa réputation, entre guillemets, de son niveau d'exigence, mais aussi en fonction de la redevance qu'il va exiger. Et au niveau du prix des redevances, ça peut être extrêmement différent. D'un État membre à un autre, on peut avoir des prix de redevance qui vont changer du tout au tout. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un dossier d'autorisation de mise sur le marché de l'Union, c'est un dossier qui va être long, parce que c'est un process qui prend 21 mois environ, plus, pourquoi pas, 10 mois supplémentaires pour des phases d'échange questions-réponses. Dans la pratique, on a souvent, même quasiment toujours, des délais supplémentaires qui sont ajoutés. Et évidemment, c'est une démarche qui va être très très coûteuse. Oui, pour faire simple, peut-être, dernière chose par rapport à une autorisation de mise sur le marché de l'Union, ça va être que ce type de dossier va être intéressant finalement à partir du moment où on veut mettre un produit sur le marché dans 3, 4 ou 5 États membres au moins. Si on a moins de 3 États membres, clairement, ça ne vaut pas le coup. Dans ce cas-là, on peut se diriger, pourquoi pas, vers une AMM nationale. Une AMM nationale, c'est un dossier d'AMM que je vais conduire et qui va être valable uniquement dans un pays. Une fois que j'ai fait mon dossier d'AMM national, ou même pendant son évaluation, je peux enclencher ce que l'on va appeler des reconnaissances mutuelles. C'est-à-dire que pour qu'un dossier d'autorisation de mise sur le marché évalué, par exemple, en France, si je veux également mettre mon produit sur le marché en Allemagne, je peux déposer une reconnaissance mutuelle pour que l'autorisation accordée par la France soit également reconnue par l'Allemagne. C'est pourquoi, si on a jusqu'à 3 pays, c'est ce qu'on dit habituellement, après ça nécessite une analyse un peu plus spécifique des coûts, mais jusqu'à 3 pays, ça peut être intéressant d'utiliser ce processus-là. Donc de faire une AMM nationale et pourquoi pas derrière envisager des reconnaissances mutuelles. L'AMM nationale, elle ne fait pas l'objet des mêmes redevances. De la même manière, c'est des montants qui vont être très différents d'un État membre à un autre. Les délais d'évaluation sont forcément un petit peu plus courts. On est sur 14 mois avec potentiellement 9 mois supplémentaires. Mais voilà, dans l'idée. Maintenant, le troisième grand type d'AMM, c'est l'AMM SEM ou même produit. Et là, on est sur une AMM qui est un petit peu particulière, enfin qui est même très particulière, puisque c'est une AMM qui en réalité va faire référence à un produit qui va être pour lequel une AMM aura déjà été déposée et un produit qui sera identique au mien en tout point, excepté pour les données administratives. C'est-à-dire que si je souhaite déposer une AMM produit identique, je vais déposer un dossier qui va contenir uniquement des données administratives, c'est-à-dire des informations sur le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire moi, mes coordonnées, sur le nom de ma marque commerciale, sur l'étiquetage de mon produit, etc. Mais toutes les données techniques de mon produit ne sont pas contenues dans mon AMM. Les parties techniques de mon dossier d'AMM feront référence à une AMM, justement, de référence qui est portée par un produit qui, normalement, doit être identique en tout point. C'est une AMM, donc du coup, vous l'aurez compris, qui est plutôt, entre guillemets, simple et rapide à faire, puisqu'elle ne contient que des données administratives. La majeure partie, enfin, la pièce essentielle de ce type d'AMM, vous l'aurez compris, c'est la lettre d'accès, parce que c'est le document qui va me permettre, d'un point de vue juridique, de faire référence, justement, de me rapporter à l'AMM de référence. C'est-à-dire, c'est le document qui va me permettre, justement, d'utiliser les données techniques qui ont été déposées dans l'AMM de référence. Donc, pour obtenir cette LOA, il faut bien évidemment que je discute avec le détenteur de l'AMM de référence, il faut que je négocie cela. Donc, forcément, les AMM produits identiques, c'est des AMM qui ont un intérêt particulier dans des relations en consortium ou dans des cas justement de fournisseurs-distributeurs. C'est-à-dire que, imaginons un consortium d'entreprises qui souhaite déposer un même produit
avec des différences, ou alors soit un produit exactement identique, soit avec des différences qui sont très, très variables, enfin très légères, pardon. Dans une organisation en consortium, on peut imaginer une entité qui va déposer son AMM avec toutes les données techniques, l'AMM classique, et toutes les autres entités autour qui auront également participé à la construction de ce dossier, qui derrière vont déposer des AMM produits identiques pour se rattacher à ce dossier. Ce qui permet justement d'avoir une organisation groupée sur un même produit. Ça peut être le cas aussi, pourquoi pas, et c'est là où on arrive à notre cas pratique, dans une relation fabricant de produits biocides et distributeur. Je peux imaginer, pourquoi pas, un fabricant de produits biocides qui va envoyer des produits biocides chez plusieurs distributeurs qui souhaiteront derrière distribuer le produit sous leur propre marque. Et le fabricant de produits biocides va déposer sa propre AMM et va proposer ensuite à ses clients, les distributeurs, de déposer des AMM produits identiques pour pouvoir leur simplifier les choses et leur permettre de se rattacher facilement à leur AMM tout en étant titulaire de leur propre AMM. Alors, c'est important parce que si on détient son AMM, ça veut dire qu'on peut mettre uniquement son nom sur l'étiquette du produit biocide. Je m'explique. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché doit obligatoirement figurer sur l'étiquette du produit biocide. Ça veut dire que si je ne suis pas détenteur d'une AMM de produit biocide, si je suis couvert par une AMM de produit biocide d'un fournisseur, de quelqu'un qui se situe en amont, je suis obligé de laisser son nom sur l'étiquette. C'est pourquoi l'AMM même produit aussi, dans cet objectif, peut avoir un intérêt particulier parce que ça me permet d'être titulaire de ma propre AMM et donc de laisser uniquement mon nom sur l'étiquette. Alors, pour revenir encore un peu plus sur mon cas pratique, si je suis distributeur, j'ai un fournisseur qui est fabricant du produit biocide qui me donne son produit biocide. Plusieurs solutions s'offrent à moi donc. Soit, première solution, première ligne du tableau ici, je dépose ma propre AMM, nationale ou union. Ça va être un process long, coûteux, un sérieux investissement. L'avantage, c'est que je garde la main totalement sur mon AMM. C'est-à-dire que c'est moi qui vais être présent pendant les phases d'évaluation du dossier, c'est moi qui vais construire mon dossier de bout en bout, qui va avoir la connaissance de ce qui est contenu dans mon dossier, etc. Deuxième solution, je dépose justement mon AMM même produit. Là, j'ai des coûts, l'avantage de l'AMM même produit, j'ai des coûts qui vont être sérieusement réduits. Par contre, je n'ai pas le contrôle sur le contenu de l'AMM et sur le process d'évaluation. Dernière solution, si j'ai un fabricant qui est mon fournisseur, qui a déposé sa propre AMM, je peux très bien lui demander d'intégrer ma propre marque commerciale dans son dossier d'AMM. L'avantage, c'est que là, niveau coût, c'est 0, puisque je n'ai aucune redevance, je n'ai pas à construire d'AMM, je ne dépose pas d'AMM, j'ai ma marque commerciale qui est déjà intégrée dans l'AMM de mon fournisseur. En revanche, je ne suis pas titulaire d'AMM. Ça veut dire que, d'un point de vue affichage, ça peut être compliqué. Je suis obligé de laisser le nom de mon fournisseur sur mon étiquette. Ça peut poser beaucoup de questions. Alors ici, je vous ai mis le contenu un petit peu détaillé de l'AMM même produit. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est la pièce principale, la lettre d'accès, qui va nécessiter une négociation avec le détenteur de l'AMM de référence. Dans notre cas, ce qui a été choisi par le distributeur, c'est l'AMM SEM. On a deux produits donc, du coup, pour lesquels on peut faire une AMM rapide. Pourquoi l'AMM SEM? Parce que justement, c'est une AMM qui peut être montée très rapidement puisqu'elle contient uniquement des données administratives. On a deux produits avec deux substances actives différentes, c'est-à-dire potentiellement deux dossiers de référence différents. Le distributeur s'est renseigné sur auprès des deux détenteurs des dossiers de référence pour ces deux produits-là. Ce qui a fait la différence entre les deux produits, c'est le coût de la lettre d'accès. Donc il a été fait le choix, encore une fois, de concentrer l'investissement sur un seul des produits. Et du coup, on est arrivé, pareil, à une réduction de la gamme de produits proposés par le distributeur. Mais c'est un choix d'investissement. Si on regarde donc au final notre portefeuille de produits, on a une réduction de notre gamme de produits pour les produits A et B, pour les produits C et D. Et pour les produits E et F, on attend de voir. De toute façon, on est toujours en phase transitoire, donc on a un délai qui est encore large. Voilà donc le tableau final.
Alors, je vous ai parlé des exigences en phase pérenne. Maintenant, je vais rapidement aussi vous parler des exigences en phase transitoire, toujours dans ce cas spécifique, puisque ça peut avoir un impact important. Je vous ai parlé de la France. En France, c'est extrêmement simple, c'est relativement simple, on va dire, puisqu'on a simplement une déclaration à l'inventaire Simbad. C'est une déclaration, c'est instantané, ça se fait très rapidement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. On peut avoir des pays qui vont être soumis à un processus de notification, c'est-à-dire assez similaire à la France, c'est-à-dire une déclaration à un inventaire, mais on peut aussi avoir des processus vraiment d'enregistrement, c'est-à-dire où il va falloir monter un dossier, fournir des données sur, pourquoi pas, l'efficacité, sur une évaluation de risque, et donc derrière avoir un processus d'évaluation des autorités. Ça ne va pas avoir la même implication. Ici, pour les pays concernés, le processus de notification, c'est le cas donc, pour l'Allemagne, pour l'Irlande, pour le Portugal, où on a des processus relativement simples. On a un cas spécifique qui est l'Autriche, pour lequel on n'a aucune exigence finalement particulière, si ce n'est transmettre la fiche de données de sécurité du produit biocide à l'autorité pendant la phase transitoire, hein, j'entends bien. Et à l'inverse, on a des cas plus compliqués, justement, soumis à autorisation, qui sont le cas de la Belgique et de l'Espagne, pour lesquels il va falloir monter un dossier, justement, fournir des données, faire l'objet d'une évaluation, et en plus, du coup, on va être soumis à certains délais. Deux types de délais. Un délai avant la date d'approbation, c'est-à-dire que, par exemple, pour la Belgique, le dossier d'autorisation en phase transitoire doit être déposé obligatoirement 1 an avant la date d'approbation. Vous comprendrez que c'est très compliqué. Pour l'Espagne, c'est considéré de faire 6 mois avant la date d'approbation. Et ensuite, un délai d'évaluation. C'est-à-dire que pour la Belgique, on a environ 180 jours d'évaluation, alors que pour l'Allemagne, pour l'Espagne, on a environ 1 an. Ces délais, ça complique énormément l'accès au marché pendant la phase transitoire. C'est quelque chose qui a été rédhibitoire dans notre cas, parce que vous comprendrez que dans cet esprit, justement, où on avait des délais qui étaient très courts, la Belgique et l'Espagne ont été des pays qui ont été abandonnés, d'autant plus que c'était des pays, dans notre cas spécifique, qui étaient des pays considérés à relativement faible potentiel. Donc voilà, là aussi on a un impact des exigences de la phase transitoire sur notre portefeuille de produits qui nous oblige, encore une fois, à définir une stratégie réglementaire et commerciale en même temps. Voilà, alors dernière chose, c'est que ici on obtient donc une vue de notre stratégie réglementaire et commerciale sur notre portefeuille de produits. Il est important d'avoir à l'esprit que au lendemain de la date d'approbation, c'est-à-dire quand on a fait tous nos dossiers, on a tout déposé, il ne va pas être possible de modifier nos dossiers en phase pérenne tant qu'il n'a pas été validé. Ça veut dire que si j'ai une modification de ma formulation, des conditions d'utilisation ou autre, ou même d'un nom commercial, ça va être très compliqué d'y apporter une modification, puisque en théorie, je ne peux pas modifier mon dossier tant qu'il n'a pas été validé. Ça veut dire qu'il va falloir que j'attende le processus d'évaluation, donc potentiellement 2 ans, pour pouvoir apporter ma modification. C'est pourquoi il est très important de définir vraiment en amont et d'anticiper au mieux possible nos obligations réglementaires avant la date d'approbation, puisque une fois au lendemain de la date d'approbation, j'ai potentiellement un gel du marché pendant 1 an, 2 ans, voire même, pourquoi pas, 3 ans. Donc en conclusion, ce que je voulais vous présenter, c'est que la mise en place de la réglementation biocide, alors c'est une réglementation qui est complexe, vous l'aurez compris, parce qu'il y a différents types d'AMM, il y a une période transitoire, une période pérenne, avec des exigences qui ne sont pas du tout identiques. Cette mise en place, justement, avec cette phase transitoire et ce basculement vers cette phase pérenne, elle se fait de manière progressive, en fonction des substances actives qui sont contenues dans les produits. On a malgré tout des disparités entre les États membres, d'abord en phase transitoire, également dans les processus d'évaluation, donc là dans des considérations beaucoup plus techniques. Ce qu'il est important, c'est vraiment d'imaginer qu'on est obligé d'anticiper, définir une stratégie réglementaire et commerciale en amont et essayer d'anticiper au maximum l'arrivée des dates d'approbation. Et le deuxième point qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on observe ce cas dans la majorité des cas de distributeurs, c'est qu'on a une réduction des gammes de produits biocides, puisqu'on a des investissements qui vont être coûteux, des phases d'évaluation qui vont être longues. Donc du coup, forcément, il y a un choix qui est fait par les distributeurs et qui oblige à réduire les gammes et à concentrer les investissements sur certains produits. Ça impose forcément une homogénéisation des produits biocides.